Nous allons parler des droits d'auteur, comme vous venez de le suivre dans cet élément de Blaise Boula, l'ingénieur qui s'entretenait avec notre ami Johnson Keto, qui lui évolue et travaille pour nous en collaboration à partir de Londres, au Royaume-Uni. Eh bien, ce problème de droit d'auteur, je souhaitais qu'on l'évoque un peu, mais alors en présence d'un expert, quelqu'un qui connaît bien ces questions, non seulement pour avoir fait de recherches approfondies là-dessus, mais pour avoir œuvré auprès des artistes musiciens, pour avoir été grand chroniqueur de musique, présentateur des émissions de variété, Manda Chebwachamalo, et surtout pour y avoir consacré tout un livre. Et c'est vrai, Manda Chebwachamalo, sur les droits d'auteur. En tout cas, vous n'avez pas arrêté de faire de recherches. Effectivement, j'ai travaillé sur cette question de manière un petit peu médiate, si vous voulez, parce que, en fait, le sujet de mon dernier livre, qui est sorti aux éditions UNESCO ici à Paris, euh, embrassait plutôt la dimension économique des musiques africaines. Et évidemment, dans cette dimension économique, forcément, il y a le droit d'auteur, parce que le droit d'auteur implique évidemment les salaires des artistes, des créateurs et de toutes les personnes qui travaillent autour d'une production musicale. Par exemple, pour ne prendre que cet aspect, bien sûr, dans les droits d'auteur, on a aussi des droits qui sont liés aux écrivains, aux artistes plasticiens, etc. Alors Tous là, les pour parler créateurs de... des œuvres de Tout l'esprit. à fait. Alors là, en suivant l'élément de tout à l'heure, là, avec Blaise Boula, qui se plaint, vous l'avez suivi, qui dit que, bon, au début, ils ne savaient rien. Hein, ils sont arrivés dans ce monde de la musique comme ça, pour reprendre son expression à Lingala, comme des champignons. Ils sont en bas comme ça, ils ne savaient pas ce que c'était un droit d'auteur, ils ne savaient pas ce que c'était un droit d'exécution publique, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on retourne un tout petit peu en arrière, parce que finalement, c'est en arrière qu'on va se retourner, car la Sonoka, semble-t-il, n'existe plus. Mandaï, pourquoi? Petite, petite historique peut-être sur la Soneca. Non, mais j'ai pas suffisamment d'informations sur la Soneca, mais simplement ce qu'on peut dire, c'est que c'est une société de droit d'auteur. Comme il en existe un petit peu partout en Afrique, en Europe et ailleurs, le Congo a eu la chance d'avoir sa société d'auteur, la Soneca, mais il s'est fait que Une abréviation qui dit oui, c'est la Société des auteurs, auteur, compositeur, compositeurs voilà, et éditeurs, éditeur. éditeurs phonographiques. Mhm. Et il s'est fait malheureusement que dès l'origine, les fondateurs de cette structure lui avaient donné une durée de vie limitée dans le temps. C'est une société qui était créée pour 30 ans. Et aujourd'hui, dépassé les 30 ans, l'existence juridique de cette société s'est éteinte. Donc on se retrouve là avec une société de fait qui en ce moment est gérée par une succession de liquidateurs en attendant la convocation d'une assemblée générale qui est censée mettre les bases d'une nouvelle structure. Et ça, je crois que ça se fait attendre. Ça fait quand même assez longtemps qu'on attend, mais entre-temps, on a assisté à une espèce de désertification de cette société, parce qu'un certain nombre d'artistes congolais en ont profité pour s'inscrire ailleurs. Je sais qu'ici en France, la quasi-totalité de musiciens congolais d'une certaine génération se sont inscrits à la SACEM, ici en Est-ce qu'on France. peut avoir le droit, en étant congolais, de se faire inscrire dans une autre société de droit d'auteur que de son pays d'origine? Oui, on peut avoir ce droit à condition de ne pas s'inscrire concomitamment dans deux sociétés d'auteurs à la fois. Ça, c'est interdit par la pratique. On ne peut pas être à la fois à la Soneca et à la SACEM, Non, par non, exemple, ou à la SABAM. non, c'est pas autorisé. Mais je sais que la plupart de musiciens congolais, chanteurs qui sont ici en France, surtout ceux de la dernière génération, eux n'étaient pas inscrits, beaucoup d'entre eux n'étaient pas inscrits à la À la Soneca, Soneca. et ils en ont profité pour s'inscrire directement à la SACEM. Et ça leur confère peut-être quelques avantages, évidemment, à condition d'être productifs. Parce que il ne suffit pas de s'inscrire à une société d'auteurs pour prétendre devenir riche, encore faut-il produire des œuvres.
Non, mais au moins, il y a cette stabilité de ces sociétés-là occidentales. Pour l'exemple de la SACEM peut en être illustratif. Mais je voudrais dire, est-ce que ces musiciens-là qui ont, j'allais dire, profité du vide à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vide entre guillemets, c'est-à-dire l'inexistence effective de la Soneca pour se faire inscrire par exemple à la SACEM, est-ce que ces musiciens, une fois qu'il y aura résurrection d'une société genre Soneca à Kinshasa, peuvent se désinscrire et aller se réinscrire? Est-ce que ça existe, ce mode-là? Oui, ils peuvent le faire, mais je crois que la plupart d'entre eux ont tout intérêt à rester ici parce que les choses, C'est plus stable. ouais, c'est beaucoup plus stable, les choses sont bien organisées. Mais il reste que si jamais demain, au Congo, on a une nouvelle société et qu'elle est bien gérée, eh bien, je pense que les nôtres ont tout intérêt à s'inscrire là-bas parce que c'est là qu'ils résident. Mais indépendamment de tout ça, il existe des mécanismes de réciprocité qui font qu'on n'est pas obligé nécessairement de venir ici en France pour Jouir de ses droits. de ses droits. Enfin, c'est du moins théoriquement. Parce que entre les sociétés d'auteurs, ils jouent un peu sur ces mécanismes de réciprocité dans la gestion des droits des uns et des autres. Je peux donner un exemple. La Soneca est censée gérer tous les droits qui relèvent, par exemple, des artistes français sur l'ensemble du territoire congolais et qu'elle est censée rapatrier ici, selon un certain mécanisme qui est mis en place. Et inversement, la SACEM fait autant. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs chez nous, je ne sais pas si vous avez bonne souvenance, à une époque, chaque fois qu'on venait déposer, la Soneca venait déposer des communiqués à la télévision, on vous parlait des droits étrangers. Bon, ce sont ces droits qui viennent de l'étranger à travers ce principe de réciprocité. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes. Je ne sais pas quelle est la partie qui n'a pas pu honorer ses engagements. Certains droits ont été gelés pendant quelques années. Nous imaginons que c'est la partie congolaise en tout cas. Je ne peux pas me hasarder à me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas suffisamment de données, mais je sais qu'à un moment donné... Mais vous vous souvenez qu'à une certaine époque, justement, Luambo Makiadi, qui semblait-il allait bénéficier de ses droits, parce que lui, il était à la Soneca, mais entre-temps, ou à la Sabam, je ne sais plus très bien. Enfin, il y avait de l'argent qui devait lui être versé ici, mais ici en France, donc en Europe, on lui a dit, bah, chez vous, il n'y a pas réciprocité. Nous avons de l'argent pour vos artistes, mais nous, on ne reçoit rien de chez vous, donc nous bloquons. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore oui, de ce genre de problème. C'est un cas de ce genre, et ça peut arriver, et ça arrive le plus souvent, parce que parfois il arrive que nos propres structures ne soient pas suffisamment outillées pour organiser la gestion parce que c'est quand même assez compliqué. Il s'agit de répartir un certain nombre de droits. Et pour l'instant, je pense que nous, au niveau de la RDC, on travaille encore mécaniquement, alors que ailleurs, évidemment, cette gestion est informatisée. D'ailleurs, ça simplifie beaucoup. À la fois, ça simplifie la gestion courante et aussi, ça confère une certaine transparence dans cette gestion-là. Donc moi je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire et que notre souhait c'est que les sociétaires puissent se réunir assez rapidement et qu'ils mettent sur pied une nouvelle structure avec un nouveau statut. Qui peut prendre cette initiative-là? L'État ou bien les concernés directement? Comment ça se passe? Oui, c'est les deux à la fois, parce que n'oubliez pas que dans la formule que nous avions avant, qui était une formule coopérative, l'État, à travers le ministère de la Culture, était partie prenante, parce que en fait, c'est l'État qui est parti aux traités internationaux auxquels nous avons souscrit sur le plan des droits d'auteur. Et à ce titre, dans certains statuts de certaines sociétés africaines, les gouvernements sont partie prenante aussi, un certain niveau de responsabilité dans la gestion des sociétés de droits d'auteur. Donc, mais de l'autre côté, il y a aussi les sociétaires eux-mêmes. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont tous les créateurs des œuvres de l'esprit. Je parle ici de musiciens, des compositeurs, les écrivains, les artistes plasticiens, etc., qui forcément il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner de l'impulsion, quelqu'un qui puisse avoir
un peu plus de motivation pour mobiliser les siens pour que cette assemblée soit quand même convoquée assez rapidement. Mais en ce qui me concerne, je sais qu'au niveau de la RDC, il y a un travail qui a déjà été fait au niveau du ministère de la Culture. Il y a quelques années, le ministre Philémon Mukendi, en son temps, avait même envisagé de créer une nouvelle société qui, sous forme d'un je crois que c'était un office, quelque chose comme ça. Et le dossier était suffisamment avancé. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrêté. Et je suppose qu'il y a un travail qui a été fait avec la collaboration des intéressés. On a des spécialistes en cette matière. Et on a des artistes. Parmi les artistes congolais, je peux vous donner le nom de quelqu'un qui est très expérimenté en la matière. C'est Roatlé Moniania, qui est quelqu'un qui a travaillé depuis l'époque coloniale auprès des firmes phonographiques en tant que syndicaliste des artistes. Et c'est quelqu'un qui a contribué énormément à la réflexion sur les nouvelles structures à mettre en place. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le fait que la Soneca ne fonctionne pas correctement, cela est préjudiciable pour nos artistes, surtout la génération actuelle? Oui, parce que moi je pense que c'est maintenant on devait profiter de cette période transitoire pour essayer peut-être de réfléchir sur la manière dont on devra gérer la prochaine structure en profitant des nouvelles technologies. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, une gestion manuelle, je crois qu'elle n'offre pas de garantie sérieuse, ni pour les personnes qui travaillent dans la structure, ni pour les bénéficiaires des droits qui sont censés être gérés dans la transparence, parce que toute la question a toujours été à ce niveau-là. Les clés des répartitions sont toujours restées un petit peu nébuleuses. Quand on paye les artistes, généralement, ils ne savent pas comment ça a été calculé, sur quelle base. Est-ce que ça a été calculé sur la vente d'aujourd'hui ou d'hier ou d'avant-hier, des années d'avant, etc. D'où provient cet argent, tout ça. Bon, ils ne sont pas informés parce que c'est quand même un travail assez particulier. Qui devrait faire ce travail? Informer nos artistes, ça devrait venir de la presse, du ministère. Quels sont les mécanismes sur lesquels ces musiciens qui se plaignent, quels sont les mécanismes qui peuvent leur permettre d'être informés, de savoir ce qu'il faut faire? Oui, normalement, il existe des accords de coopération en matière de formation. Je sais que la SACEM, par exemple, a une division qui s'occupe spécialement de l'assistance technique aux sociétés sœurs d'ailleurs. Et nous, par exemple, qui travaillons au Massa, nous avons à chaque édition du Massa une activité consacrée spécialement à la formation aux droits d'auteur. Nous avons même tenté une expérience assez intéressante en 1997 à Abidjan, où on a créé un cabinet conseil expérimental en plein Massa, qui était en fait une espèce d'exercice qu'on voulait offrir aux artistes, aux ayants droit, qui avaient des revendications, par exemple, en matière de droit d'auteur, et qui venaient s'adresser à ce cabinet conseil où il y avait des experts de droit d'auteur, en posant toutes sortes de questions sur leur propre situation et tout ça en temps réel. Et on leur donnait des réponses précises à chaque aspect de la question qu'ils soulevaient. Et c'était très intéressant parce que beaucoup d'artistes sont sortis de ce cabinet conseil suffisamment édifiés, un petit peu comme on a entendu tout à l'heure Blaise Boula, qui m'a fortement impressionné parce que tout ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est extrêmement important. Normalement, chaque artiste professionnel digne du nom devait être au courant de ces choses-là. Parce qu'une fois que vous savez, vous connaissez les limites de vos droits, je pense que même dans la négociation avec les éditeurs, ça vous donne des outils, ça vous donne de la matière pour mieux discuter avec toutes les personnes avec lesquelles vous voulez engager, par exemple, des contrats. En matière de droits d'auteur ou en matière de droits voisins, parce que les droits voisins, on n'en parle pas beaucoup, ce sont des droits voisins aux droits d'auteur. Très concrètement, ça veut dire quoi? Oui, petit éclairage là-dessus. Ouais. Avant, Dr Manda Tcheboa Tchamalou, de signaler, ils le savent peut-être, que votre contribution est là, car vous avez écrit justement sur ces questions de droits d'auteur un ouvrage qui vous permettra, qui vous aidera, qui deviendra pour vous une véritable Bible.
Ben, évidemment, bon, ce livre va peut-être sortir cette année. On se bat. Nous sommes à Paris justement pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait faire éditer cet ouvrage. Mais alors, je parlais des droits voisins. C'est vrai que c'est les droits voisins aux droits d'auteur. Les droits d'auteur concernent les créateurs, les personnes qui sont auteurs de leurs propres œuvres, qui écrivent des textes. Quelqu'un qui écrit un texte d'une chanson, il est l'auteur de cette chanson. Parce que c'est lui qui a écrit ce texte. Karmapa, il est auteur par exemple de son œuvre. Oui, Qu'est-ce qui est voisin quand c'est lui, qui a écrit cette chanson, oui, et il l'a déposée auprès d'une société d'auteurs, oui, comme la Soneca ou la SACEM. Ça s'appelle déclarer. Il a déclaré. Oui, il a déclaré son œuvre. Par contre, ceux qui l'accompagnent ne sont pas auteurs de cette chanson. Alors, eux ne sont pas concernés par le droit d'auteur parce qu'ils ne sont pas auteurs. Par contre, ils sont concernés par les droits voisins en tant qu'interprètes. Ils sont interprètes au titre de chanteurs, tout comme ceux qui accompagnent au niveau des instruments, etc. Évidemment, parmi les interprètes, on a aussi les interprètes des œuvres dramatiques, les comédiens, les acteurs de théâtre, les comédiens de cinéma, etc. Eux sont régis par les droits voisins. Alors, généralement... Et ces droits voisins, c'est de l'argent aussi. C'est-à-dire, oui, que quelqu'un qui a droit à ce droit-là, il gagne quelque chose. Oui, il existe une législation en la matière selon les pays. Par exemple, je prends l'exemple de la France, ici où nous sommes. Ceux qui relèvent, les artistes qui relèvent du droit voisin, ne sont pas salariés à la SACEM. La SACEM s'occupe uniquement des auteurs. Par contre, les interprètes, eux, s'affilient à des structures comme l'ADAMI ou la SPEDIDAM, qui sont des structures spécialisées uniquement pour les artistes-interprètes. Et ça, c'est intéressant dans la mesure où quelqu'un qui a joué un rôle important dans un film ou dans une pièce de théâtre ou quelqu'un qui a accompagné une œuvre importante, quand cette œuvre a marché ou si elle a généré des revenus importants, il a un pourcentage là-dessus qui est calculé selon des modalités assez compliquées par ces structures-là et qui sont reversées aux ayants droit. Donc aux bénéficiaires en fait. Ouais. Vous parlez de tout ça dans ce livre-là, alors parlez-nous maintenant un peu de ce livre que vous consacrez aux droits d'auteur, aux technologies. D'abord, le livre s'intitule comment? Oui, c'est l'espace, les musiques africaines face à la mondialisation de l'espace marchand. En fait, ça ne parle pas que des droits d'auteur. J'essaie d'analyser l'évolution des contextes de la mise en marché des productions musicales à l'échelle de toute l'Afrique. Et j'essaie aussi d'évaluer tous les enjeux et les défis qu'imposent aujourd'hui les nouvelles technologies pour voir à peu près quelles sont les nouvelles perspectives qui s'offrent au marché musical d'Afrique et d'ailleurs. Et évidemment, toutes ces questions sont étudiées avec beaucoup de chiffres à l'appui. J'ai travaillé sur des données qu'on a récoltées à l'occasion des rencontres internationales au MIDEM, par exemple, ou bien à l'occasion d'un WOMEX, qui est une rencontre internationale de tous les professionnels de musique du monde, c'est une manifestation itinérante qui s'organise en Europe. Et dernièrement, nous étions en Grande-Bretagne où s'est organisé le dernier WOMEX, et là, je représentais le Massa. Mais j'étais quand même très heureux de voir qu'il y a aussi des Congolais qui s'intéressent à cette question parce que en fait on avait des représentants de certaines structures de production de spectacles congolais mais qui sont installés au Canada, qui sont venus là-bas et qui avaient un stand, etc. Et donc je parle également dans cet ouvrage des relations entre les producteurs du Nord et du Sud. J'essaie d'analyser les chances de l'émergence d'un véritable marché phonographique du continent africain à cette époque où nous tendons vers ce qu'on peut appeler la dématérialisation disons des œuvres musicales, c'est-à-dire que on constate de plus en plus avec l'apparition de l'Internet que le support physique est en train de disparaître et qu'à la place s'installe un univers immatériel
qui véhicule pratiquement toute la production musicale aujourd'hui avec un phénomène à la clé, ce que moi j'appelle le cyber-copillage ou la cyber-piraterie. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'échanger des fichiers, des milliers ou des millions de fichiers illicitement, hein, des fichiers sonores contenant des œuvres musicales sans forcément passer par les auteurs. Et ça, c'est la plaie, la gangrène du moment qui a fait que ça a fait perdre beaucoup d'argent même aux major compagnies qui tiennent encore le coup alors que les indépendants, les producteurs indépendants sont en train de disparaître. Nous sommes à Paris ici, vous avez eu l'occasion, vous qui habitez ici, de faire un petit tour à Château-Rouge. Et vous avez dû constater que pratiquement toutes les boutiques qui vendaient CD ont fermé. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ça prouve qu'il y a un réel problème. Il y a une menace qui est là, pendante, elle est rampante, qui est en train d'anéantir carrément ce secteur. Est-ce qu'au-delà du constat, vous proposiez des solutions, des pistes de solutions, surtout particulièrement en ce qui concerne notre musique à nous, celle de la République démocratique du Congo? Au contraire, je n'ai pas de piste de solution parce que moi je sors de plusieurs congrès que nous avons organisés ces derniers temps. Tout le monde est pessimiste sur l'avenir de la production phonographique. La preuve, c'est que à une époque, nous avions 5 grandes majors, 5 grandes multinationales, comme on les appelle, BMG, Universal, etc., Sony Music et tout ça. Mais on assiste maintenant à un phénomène qui est devenu lancinant. C'est le phénomène de cannibalisation des multinationales. On se rachète entre soi. De la sorte, aujourd'hui, si on fait le compte, je pense qu'on est peut-être à 1 ou 2 multinationales qui tiennent encore le coup. Et ces multinationales qui ont réussi à résister à ce phénomène qui arrive, le sont pour une raison simple, c'est que c'est des oligopoles, comme on les appelle, qui, indépendamment du secteur musical, ont développé d'autres grandes activités qui forcément n'ont aucun rapport avec la musique. Ça peut être par exemple, Seagram. Seagram, on le sait, c'est le numéro 1 des spiritueux, hein, les vins, etc., qui est son activité principale, qui a peut-être décidé d'ouvrir une branche à l'intérieur, une filiale musicale. Et en même temps qu'ils développent leurs affaires autour des spiritueux, ils ont peut-être ils ont des actions dans une chaîne de télévision ou dans un bouquet numérique, etc. Ce qui leur permet, par exemple, d'occuper l'espace médiatique. Et alors, ce type d'entreprises ont l'avantage d'engranger encore un peu d'argent aujourd'hui pour la simple raison qu'ils ont un outil médiatique qui permet d'assurer la promotion de leurs artistes sans beaucoup de problèmes à l'échelle internationale. Ils peuvent injecter leurs artistes sur TF1, sur les grandes chaînes qui ont une visibilité internationale et organiser des battages médiatiques de grande envergure et vous imposer des artistes qui peuvent arriver jusqu'au niveau du disque d'or, simplement parce qu'ils ont été suffisamment médiatisés. Alors il faut être un oligopole comme celui-là. Or, les indépendants n'ont pas cette possibilité. Avec une petite boutique à Château-Rouge, on a d'ailleurs du mal à placer son artiste sur une chaîne comme TF1, par exemple. Nous avons des artistes de très grand talent chez nous, qui ont une renommée certaine, mais qui sont restés, quoique vivant en France, toujours dans le ghetto, pour la simple raison qu'aucune porte ne leur est ouverte sous les médias de la France, par exemple. Des acteurs la médiatisation, c'est impossible. Il faut plutôt faire partie d'un major, parce que c'est le major en fait qui s'occupe de la communication de l'artiste. C'est pas l'artiste lui-même qui va frapper à toutes les portes, c'est la major qui, si elle est par exemple associée dans une chaîne internationale, ben, elle n'a pas de problème, il suffit d'un coup de fil. Écoutez, avec un plan média, ça y est, c'est déclenché. Qu'est-ce qui attire la major? C'est aussi la qualité de l'œuvre, oui. un bon produit. Oui, le problème des majors, c'est qu'ils ont
ont des goûts très particuliers. Et malheureusement, la plupart de ces majors sont de type anglo-saxon. Et les anglo-saxons ont... Donc vous pouvez beau briller dans votre monde à vous, Oui, mais pour eux, ouais, ça si signifie rien. c'est vrai que si vous ne Ils correspondez préfèrent aller chercher en Afrique de l'Ouest un tube pas et forcément. le propulser qu'un tube qui est très très écouté, par exemple, en République démocratique du Congo, hein, 80 fois plus grand, par exemple, que la Belgique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des formats qui sont imposés. On a d'un côté le format et de l'autre côté l'esthétique, l'esthétique artistique. Chaque major a son marché et quand il choisit un artiste, c'est en fonction des goûts. Qui sont bizarres, pour Enfin, revenir un peu à ce que vous dites. Donc, non, compliqué, qu'on ne comprend non, pas très ouais, bien. ces goûts peuvent être bizarres à l'oreille d'un Congolais peut-être, mais eux, ils ont un marché à eux qui s'évalue en termes de millions, qui leur apporte de l'argent. Mais comment voulez-vous qu'un disque qui sort en Afrique de l'Ouest, où vous êtes, vous en ce moment, amalgame d'ingrédients en provenance notamment de la République démocratique du Congo, que ce disque-là puisse être facilement accepté dans ces majors, alors que au-delà, il y a des vrais acteurs de ces mêmes ingrédients, mais qui, eux, n'arrivent pas à accrocher l'attention de ces majors. Il faut dire qu'on a eu la chance d'avoir quelques-uns de nos artistes chez les majors, c'est pas facile. Lokwa Kanza a réussi une petite incursion pendant un temps avec Mutoto, qui a très très bien marché parce que Mutoto a été produit par BMG, qui est une grande major allemande. À l'époque, il n'existe plus parce qu'aujourd'hui, elle a fusionné avec une autre multinationale. Alors prenons une comparaison un petit peu triviale. Hein. Lokwa Kanza en République démocratique du Congo, on vous dira, par rapport à Koffi Olomide, hein, la différence sur le plan artistique et popularité, on vous dira, hein, il y a quand même une marge. Mais voilà que vous dites, le major peuvent préférer un Lokwa Kanza qu'un Koffi Olomide. Est-ce que c'est ça un peu que vous appelez de goût un peu compliqué? Enfin, entre guillemets, je veux dire. C'est-à-dire les critères sont vraiment différents. Oui, c'est pas compliqué parce que je crois que le style Lokwa Kanza, c'est un style que eux jugent, qualifient d'international parce qu'il est à la fois un petit peu, si tu veux, dans la romance, c'est très très sensuel, c'est très sentimental. Mais ils vendraient moins en République démocratique du Congo qu'ici, par exemple. Oui, simplement parce que le standard de la musique congolaise n'est pas celui-là. Alors lui a tenté dans un créneau qui est un créneau qui à la fois intéresse les gens d'ici, où se trouve justement le public de ces majors-là. Donc il a réussi à convaincre le public de ce major et ça a été très facile pour lui parce qu'en même temps, il a travaillé sur un format qui en fait les intéresse, toutes ces petites chansons de 2-3 minutes, parce que ça permet en même temps une programmation idoine sur les médias d'ici, alors que nos formats à nous, un petit peu kilométriques, n'ont aucune chance de passer ici sur les médias de français. 8 minutes, 10 minutes, et tout ça. On n'a plus le temps de nos jours. Oui, non seulement le temps, mais n'oubliez pas que c'est de l'argent, parce que quand on diffuse ces œuvres sur les médias ici, ces œuvres sont payées. Hein, donc on paye le temps d'antenne. Alors je ne vois pas moi une télévision payer 10 minutes le temps d'antenne pour un artiste qui aurait dû peut-être comprimer sa chanson en 3 ou 4 minutes, puisque finalement il y a quand même cette possibilité-là. Quand vous prenez nos chansons d'il y a quelques années sur 45 tours, eh bien, ça a voisiné les 3-4 minutes et ça n'a pas empêché aux artistes de cette époque d'être célèbres et de faire danser les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, j'allais dire, séduire ces majors? Est-ce qu'il faut s'approcher du style Lokwa Kanza ou Non, il faut avoir tout simplement son étoile, parce que ce n'est pas évident. Nous sommes en Europe, il n'est pas évident non plus, même pour les natifs, les naturels de ce pays, tous ils ne sont pas chez les majors. Les majors choisissent ceux qu'ils estiment être compatibles avec les goûts de leur marché en temps voulu, et donc c'est une question de chance aussi. Et ça dépend aussi du degré d'affinité que tu as avec le directeur artistique d'une multinationale. Ça aussi, ça joue. On a aussi des problèmes de parrainage. Et c'est d'ailleurs le facteur le plus important. C'est le système de parrainage qui joue beaucoup ici. Et là, il faut trouver la bonne clé. Il y a eu un label qui nous a beaucoup aidé, c'était Sonodisque. Est-ce que la disparition des Sonodisques est passée par, je ne sais pas quoi après, ça n'a pas marché
est-ce que Non, c'est... Sonodisc n'était pas un major, ça c'était des indépendants, hein. Ça c'est des indépendants. C'est une catégorie, si vous voulez, un petit peu intermédiaire qui faisait à la fois de la production et de la distribution. Donc c'était pas vraiment des majors, c'est ce qui fait que c'est d'ailleurs l'existence des structures comme Sonodisc, Mélodie, etc., qui ont donné la chance à nos musiques du Sud de se faire connaître ici. N'eût été ces entreprises, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne serait même pas connu. Et donc ces Alors, indépendants... qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple alors dans ce monde des majors? Quelle est la major à votre connaissance qui a pu aider un peu à la musique congolaise, même, disons, déjà à travers un exemple comme celui de Lokwa Kanza? Qu'est-ce qu'il y a comme référence en termes de major pour nous? Ben, pour l'instant, on n'a pas eu cette chance. Moi, je suis désolé de le dire, on n'a pas des artistes à nous chez les majors en ce moment. Donc, il faut peut-être attendre demain, je ne sais pas quel hasard. Ben, je crois qu'on cherche encore, hein. Sûrement, on a eu à un moment donné la chance d'y rentrer de façon immédiate aussi, derrière Peter Gabriel. Et ça, c'est Papa Wemba qui a eu cette opportunité. Il y est rentré juste un petit temps. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que, évidemment, dans ce milieu, évidemment, c'est un milieu de requins. Et bon, derrière des choses visibles, il y a aussi des choses invisibles. Il y a un certain nombre de choses qu'on sait et qu'on ne peut pas dire en public parce que ce critère-là n'est pas artistique pour entrer chez les majors. Disque d'or, on en parle parce que c'est aussi pour nous et même pour notre opinion une espèce de baromètre. C'est une mesure importante. Le disque d'or, comment vous le définissez? C'est quoi un disque d'or? Ben, écoutez, c'est une récompense. C'est la récompense d'une performance phonographique en termes de vente. Et c'est une forme de légitimation, ou si vous voulez, de consécration d'une carrière phonographique en faveur d'un artiste donné qui a vendu X nombre de milliers de disques selon les réalités de chaque marché. On n'a pas de standard disque d'or bien défini. Universel type comme Non, ça? tout dépend de l'espace marchand création d'une carrière phonographique en faveur d'un artiste donné qui a vendu X nombre de milliers de disques selon les réalités de chaque marché. On n'a pas de standard disque d'or bien défini. Universel type comme Non, ça? tout dépend de l'espace marchand dans le pays où le disque a été pressé. Je peux vous donner juste deux exemples. Nous sommes en France, l'étalon disque d'or en France est de 100 000 CD sur le territoire français. Quand on a atteint 100 000 CD en France, on a un disque d'or. Je dis bien CD, pas cassette, pas single. Parce que les singles ont aussi leur étalon en termes de disque d'or, qui est un peu plus important. Alors, par contre, en Belgique, nous sommes toujours en Europe, un disque d'or, c'est 25 000 CD sur le territoire belge. En Allemagne, c'est 250 000. Vous voyez que d'un pays à l'autre, on a le même étalon. Et la République démocratique du Congo? Ben écoutez, nous, on n'a pas, d'abord, on n'a pas cette tradition dans nos mœurs parce que le marché phonographique n'est pas structuré. Hein, on a un petit marché que bon, je pourrais peut-être qualifier de marché vivrier, si vous voulez. Hein. S'il faut prendre une métaphore agricole, hein, la production vivrière, on a un marché phonographique vivrier qui nous permet juste de vendre quelques centaines ou quelques milliers de cassettes, mais qui atteignent très rarement 10 000, 100 000 en termes de CD, bien entendu. Les cassettes, on en a quand même vendu un peu plus, mais je pense que c'est la profession qui aurait dû s'organiser pour organiser cet espace, parce qu'ici... Et créer des critères qui soient un peu spécifiques à nous, c'est-à-dire comme nous, c'est fait. encore les cassettes, Oui, pourquoi pas dire par exemple qu'avec 100 000 cassettes vendues sur les territoires nationaux, ça peut valoir un disque d'or par exemple, Oui. ou un disque de platine, ou un disque d'argent, mais enfin essayer de trouver un étalon et échelonner, et hiérarchiser ça. Oui, tout à fait. Et ici, il y a plusieurs acteurs qui rentrent dans cette chaîne de légitimation des performances phonographiques. Le premier, d'ailleurs, qui certifie, qui vous annonce
que vous avez réalisé une certaine performance, c'est le fabricant, l'usine. L'usine qui fabrique le disque, il vous dit, chez moi, j'ai fabriqué pour tel titre 100 000 CD. Et il informe la société des éditeurs locaux et on informe également le producteur phonographique de cette œuvre. On associe également la société d'auteur parce que c'est elle finalement qui va reverser les droits qui vont découler de ces... Vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte et n'oublions pas un autre acteur très important, c'est l'État. L'État doit forcément être impliqué parce que l'État prélève par le biais de la fiscalité une taxe parce qu'il s'agit d'un produit commercial et partout où il y a l'argent, il y a la fiscalité qui est derrière. Donc quand on dit par exemple de Fally Ipupa qu'il est disque d'or par rapport à un album XY, donc là l'État doit avoir su quelque part que bon, il y a eu certes 100 000 exemplaires de vendus, c'est que ça représente un montant X, par exemple, comme taxe, et puis le producteur, etc., etc. Mais enfin, il y a une espèce de visibilité, et on peut retrouver ça quelque part. Est-ce qu'il y a des références officielles pour être sûr que tel disque d'or répond aux normes, etc.? Au niveau de la France, à ma connaissance, la traçabilité est assurée, les garanties, aucun problème. Ne serait-ce qu'en se référant à la qualité des acteurs dont je viens de parler tout à l'heure, il est impossible d'échapper au contrôle de l'État. J'imagine que nos artistes qui viennent enregistrer leurs œuvres ici et qui arrivent à réaliser ce type d'exploit passent également par la même traçabilité. Évidemment, ça, c'est pas le travail de l'artiste. Hein, c'est bien sûr ses encadreurs, le producteur, les producteurs et tous, c'est eux qui doivent lui garantir toutes ces questions-là. Nous sommes quand même assez heureux d'apprendre que nous avons quelques disques d'or parmi les artistes congolais, ce qui est une très bonne chose. Ça prouve que au-delà de toutes les contraintes dont on a parlé tout à l'heure ici, les difficultés d'intégrer les majors, au-delà de toutes ces difficultés, nos artistes arrivent quand même quelque part dans ce ghetto parisien à vendre un certain nombre de disques, ce qui est, je pense, une preuve de la vitalité certaine de notre musique. Mais il reste à savoir dans tout ça si effectivement ces disques d'or correspondent aux critères officiels du disque d'or français. Bon, toutes ces choses doivent être vérifiées. Votre livre sort bientôt. Vous vous dites qu'avec d'abord tout ce qu'il y a dedans, vous avez parlé du pessimisme, vous allez rester comme ça, pessimiste, Manda Chebachamalu, quant à l'avenir de l'industrie musicale, surtout en ce qui nous concerne, nous, de la République démocratique du Congo et notre légion d'artistes. Non, moi je me dis qu'il faut garder quand même un optimisme quelque part. En ce qui concerne le Congo, moi je reste confiant. Je reste confiant parce que il m'est arrivé rarement... Confiant mais conscient des difficultés. Oui, je suis conscient des difficultés, mais il m'est arrivé rarement de voir un peuple aussi chauvin que le peuple congolais, un peuple qui respire pratiquement à la musique, un peuple qui vit de sa musique, qui vit dans sa musique et qui vit par sa musique. Et ça, c'est quand même assez rare. Moi, j'ai cette occasion de tourner dans pratiquement tous les pays africains, mais je vais vous dire que le cas du Congo est un cas assez exceptionnel. Et je me dis peut-être qu'en nous repliant sur nous-mêmes, sur notre marché intérieur, qu'il va falloir créer quand même, ou peut-être renforcer, il existe une esquisse de marché, mais il va falloir juste lui donner un certain tonus. Ben, je pense qu'il est possible, si on se recroqueville à un moment donné sur nous-mêmes, de vendre ne serait-ce qu'à l'intérieur, dans les limites de nos territoires. Et cela, je le dis en connaissance de cause, quand je compare le travail que font les Nigérians, par exemple. Vous savez qu'il existe un marché intérieur au Nigeria où vous avez des artistes qui arrivent à vendre 55 millions de CD, ou autant de milliers de CD qui sont consommés localement. Peu importe la qualité, parce qu'on n'a pas suffisamment
On n'a jamais réussi à avoir, disons, toutes les performances qualitatives de l'Occident, mais à partir du moment que vous avez un marché et que vous avez en face de vous un public qui consomme cette musique, il va juste falloir étudier la possibilité de bien structurer ce marché local. Et pendant quelques bonnes années encore, je pense qu'on a la chance d'enrichir nos artistes. Il y a un exemple qui nous a été donné par Blaise Boula, je pense. Werason, Werason, je oui, qui pense. parlait de... Oui, Ici, il sort, il a 45 millions par... Il réussit à sortir... Non, ouais. il réussit à sortir un disque à des exemplaires qui peuvent même avoisiner à 1 million et qu'ils sont achetés. Eh ben, il est capable de faire beaucoup de choses. Oui, et ça, c'est pas bête comme raisonnement, parce que ça, je crois qu'on peut le faire. On peut faire un petit calcul, à supposer, hein, dans le pire des cas, que vous vendez un CD à 1000 francs congolais, qui est le prix le plus bas. Mais je pense, bon, évidemment, là, il va se poser un autre problème en face, c'est l'appareil lecteur CD, qui n'est pas, le parc n'est pas suffisamment important, parce que si jamais demain, le parc de lecteurs des appareils CD pouvait s'intensifier, et ça permettrait une consommation certaine du CD, parce que le grand problème est là. Mais à supposer que dans ce cas de figure, qu'on arrivait à vendre des appareils lecteurs CD en grand nombre, et que sur les 60 millions de Congolais que nous sommes, et que au minimum 15 millions de Congolais arrivaient à s'équiper en lecteur CD. Et je pense que là, on aura ouvert officiellement notre marché intérieur. Parce que quand on a un lecteur CD, forcément, on est obligé d'aller chercher un CD pour le jouer chez soi. Pour la simple raison que le CD, aujourd'hui, ça vous confère un confort auditif extrêmement intéressant, performant, c'est agréable et tout. Et que, bon, puisqu'on aime la musique de son pays et que cette musique est produite localement, le fabricant très peu de charges au niveau local, il n'y a plus des dépenses au niveau si vous voulez, de charges liées à l'importation, etc. Donc, on peut imaginer que quelqu'un, un artiste de talent, qui arrive à vendre un CD à 15 millions, je dis bien 15 millions de CD à 1000 francs congolais aujourd'hui. C'est Alors, une calculez, véritable... ça vous donne, bon, évidemment, je ne suis pas un bon mathématicien, ça veut dire que vous avez déjà un millionnaire ou peut-être milliardaire en francs congolais musicien. Sans compter qu'organisant à ce moment-là aussi les critères de production d'un disque d'or, ben voilà, un disque de platine ou quelque chose comme Oui, ça. ou Facilement. un disque diamant, Un carrément. disque diamant carrément sur le territoire national. Et en ce moment-là, on peut faire jouer le mécanisme de légitimation dont on a parlé tout à l'heure. On pourrait parler véritablement de disques d'or, de disques de platine, de disques de diamant, et c'est l'État qui en profite. Parce que n'oublions pas que derrière toute action commerciale, l'État est toujours derrière. Et en plus, on donne, le secteur est producteur d'emplois, hein, c'est créateur d'emplois, parce que dans la chaîne de production d'une œuvre musicale, il y a beaucoup de métiers qui interviennent, depuis la répétition, le studio d'enregistrement, parce qu'à la répétition, on utilise l'électricité, c'est la SNEL qui gagne déjà à ce niveau-là. Ceux qui fabriquent les guitares, évidemment, on a des guitares locales, mais disons les gens qui viennent payer les droits d'entrée aujourd'hui, parce que chez nous les répétitions sont payantes aussi, etc. Tout ça. Et quand on arrive en studio, évidemment on paye chez le responsable du studio qui lui reverse aussi une taxe à l'État. Et quand on sort du studio, on va à l'usine de pressage. L'usine de pressage aussi verse à l'État de l'argent, on est toujours sur la même chaîne. Et quand on va sur le marché, le vendeur, il reverse aussi une partie des taxes à l'État. Donc l'État est gagnant sur toute la ligne. Voilà une économie. Voilà, sur toute la chaîne de la production. Une économie, une véritable économie musicale. Et c'est ce que nous perdons au jour d'aujourd'hui. Quand les musiciens congolais viennent travailler en France, toute cette économie-là, et donc c'est l'État du pays d'accueil qui en est bénéficiaire.
Parce que les studios sont ici, les usines de pressage, Des devises qui s'envolent, hein. oui, tout à fait, la location des studios de répétition, etc. Tout ça. Donc c'est le pays d'accueil qui en est bénéficiaire. Et en plus de ça, nous, euh, qui sommes consommateurs de cette musique, nous sommes obligés d'importer notre propre musique, puisqu'elle revient de l'extérieur cette fois-là. Et donc ce qui fait qu'on est quand même perdant quelque part. Donc le message qu'on peut lancer à l'endroit de nos pouvoirs publics, c'est d'essayer d'étudier un petit peu cette question. J'insiste beaucoup plus sur les appareils de lecture, parce que c'est ça qui peut... Bon, les studios existent déjà, il y a déjà quelques usines de pressage de CD, mais les appareils de lecture coûtent encore très cher. Donc là, c'est le pouvoir d'achat. Ouais, ça joue sur le pouvoir d'achat. Peut-être qu'on peut jouer sur le système d'exonération pendant un certain temps, hein, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau. Parce que, comme je viens de le démontrer, l'État pourrait récupérer le manque à gagner sur l'exonération, sur les autres maillons de la chaîne de la production et tout ça. Et donc on finit quand même quelque part par récupérer cet argent, de façon à ce qu'on ait le maximum possible d'appareils de lecture, que ça soit démocratisé, à la disposition du grand public. Et en ce moment-là, je pense qu'on peut peut-être imaginer un marché local, bien sûr qui ne sera pas performant à 100%, parce que n'oublions pas que l'ennemi numéro 1 de cette activité reste encore le pirate. Le pirate est encore là et il a encore de beaux jours devant lui. Oh là là, dommage. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, pour prendre encore l'exemple de Werason, donc voilà, de l'argent gagné de cette façon-là et finalement investi toujours au pays, par exemple en construisant des écoles, en construisant des hôpitaux, comme Aurel a dit, pourquoi pas, une usine de fabrication de ceci ou de cela. Donc c'est toute une économie et ça profiterait à notre nation. C'est très important. Leur mandat, avant de terminer cet entretien aujourd'hui, où nous avons un peu plus parlé de problèmes qui concernent les droits d'auteur. Nous nous disons que la République démocratique du Congo, de demain surtout, devrait organiser notre marché, c'est-à-dire les structures du marché absolument. Et là, le ministère de la Culture, quel est le message que vous lui adressez? Ben écoutez, moi, je n'ai pas un message particulier, parce que de tout ce qu'on a dit, je pense que le ministère de la Culture, en tant que représentant de pouvoir public, a juste un rôle de catalyseur, un rôle d'impulsion de l'activité, de l'action culturelle dans un pays. Ce n'est pas le ministère de la Culture qui tiendra le micro pour aller chanter. On a des artistes, on a des acteurs qui sont là. Tout ce qu'on peut peut-être demander au ministère de la Culture, c'est de leur faciliter la réflexion déjà au niveau de la réflexion, en cette matière précisément. Mais je sais qu'il y a un travail qui a commencé, un travail de réflexion qui est très avancé au niveau de la restructuration de la SONECA. Il suffit juste d'accélérer maintenant. Ça, c'est, je pense, une des priorités sur laquelle on devrait travailler assez intensément. Ça permettrait déjà aux artistes, enfin du moins ceux qui sont affiliés à cette structure, de commencer déjà à envisager leur avenir à travers la société nationale. Est-ce qu'on peut régénérer tout simplement la SONECA, lui donner de l'élan, la faire renaître? Est-ce que c'est possible juridiquement? Il a vécu, elle est arrivée au terme, mais la relancer, j'allais dire New Look, non, au lieu de chercher une autre appellation Non, juridiquement, la SONECA n'existe plus, parce qu'elle est éteinte juridiquement. On ne peut pas la Ouais, faire renaître? Peut-être. Comme la CPGL, par exemple? Oui, peut-être si les membres, les sociétaires décident de relancer, de garder le même nom, c'est leur liberté, ils peuvent, mais sauf qu'ils devraient... Passer par une assemblée. Oui, il faut passer par une assemblée, ils devraient peut-être ajouter SONECA, nouvelle formule ou nouvelle société ou quelque chose comme ça, pour éviter de créer une confusion juridique avec l'ancienne structure.
Parce que ça traîne quand même, hein, le fait de continuer à vivre sans une structure véritable qui puisse encadrer les droits des auteurs, c'est quand même, c'est un drame, hein, Manda. Ben, écoutez, je suppose que cette question fait partie des réflexions de nos responsables du ministère de la Culture et que très rapidement, ils devraient peut-être y trouver la solution idoine, mais nous souhaiterions aussi que le pays puisse essayer de réfléchir sur une possibilité de créer des événements fédérateurs chez nous qui puissent servir de tremplin à la promotion à la fois de la musique nationale et aussi de la musique africaine, telle que en son temps nous l'avions fait à travers Ngomo Africa. Il va falloir peut-être imaginer d'autres choses du même genre, parce que ça fait partie de la vitrine d'un pays. Un pays à musique comme la République démocratique du Congo ne peut pas continuer à exister sans avoir une vitrine particulière. Aujourd'hui, on assiste à un foisonnement d'événements majeurs de cette nature un petit peu partout en Afrique. Ben, il va falloir que nous aussi, en République démocratique du Congo, nous puissions avoir aussi un événement majeur, un ou plusieurs événements majeurs, pour aussi nous permettre de rayonner à travers le monde. Il y a un autre acteur, j'ai failli oublier, qui est très important dans ce monde de la promotion de la musique, ce sont les médias. Vous avez quitté votre pays il y a une bonne dizaine d'années. Maintenant, derrière vous, avant d'embrasser la carrière internationale, mais qui a toujours des implications dans la promotion de notre musique et de notre culture, vous y restez. Mais avec cette naissance de télévision, des médias chez nous, il semble, les musiciens, vous avez entendu d'ailleurs Blaise Boula le dire, est-ce que ces médias contribuent par le mécanisme également de droit, hein, qu'il faut reverser à ses auteurs, hein, parce que une radio qui utilise un support, une musique, devrait aussi verser de l'argent. Ça fonctionne comment? Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Pas vraiment, c'est une question assez délicate dans la mesure où... Parce que ça vous concerne en tant que... Oui, ça nous concerne et je préfère me réserver sur cette question. Non, mais une radio, Ouais. que ce soit la RTNC, Radio d'État ou une chaîne privée, lorsqu'elle joue, vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle les droits d'auteur. Donc une radio est obligée de payer Oui, pour les œuvres utilisées, exploitées, non? Oui, effectivement, c'est légal. Ça, nous avons tous souscrit aux instruments juridiques internationaux. Ça fait partie de la rubrique exécution publique. Hein. Dans l'exécution publique, il y a la radiodiffusion et tout ça, qui est une disposition légale et elle n'est pas négociable. Mais sauf que, évidemment, connaissant les difficultés qui sont peut-être les nôtres en ce moment, les différents responsables des chaînes ont peut-être un problème de trésorerie, mais il va falloir quand même à un moment donné s'acquitter de cette obligation qui est tout à fait légale. On ne peut pas leur jeter non plus la pierre comme ça brutalement, parce qu'il peut exister certains arrangements du genre ok, Koffi Olomide apporte son œuvre chez nous, nous sommes un média, donc une radio, nous allons assurer la promotion de cet album, mais nous disons Koffi ne paye pas, mais nous non plus nous ne payons pas. Il y a des arrangements comme ça peuvent être possibles, non? Non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que Koffi Olomide, en s'affiliant à la SACEM ou à la SONECA, a confié à cette structure cette mission, justement. Donc, son avocat, si vous voulez, en cette matière, c'est la société d'auteurs locale. Donc, c'est elle qui, normalement, est habilitée à aller revendiquer quoi que ce soit auprès des utilisateurs des œuvres de l'esprit. Donc, c'est le canal obligé. Donc, ça reste un... Ben voilà, on en est encore là. Hein, donc, faut dire que c'est quand même un sujet assez délicat, mais il faudrait peut-être donner du temps à toutes ces chaînes pour qu'elles s'installent, qu'elles aient le temps peut-être aussi de s'affirmer en tant que médias audiovisuels, et puis peut-être avec le temps, à travers des mécanismes, si vous voulez, des engagements particuliers avec la société d'auteurs, il est possible toujours d'arriver à des compromis. Ça, ces choses-là, on les a vécues au niveau de la RTNC à un moment donné, et donc c'est faisable, quoi. Mais l'interlocuteur des artistes dans cette activité, dans cette situation, c'est la société d'auteurs. Je voudrais également profiter de votre expertise pour avoir un autre commentaire sur la formation de nos artistes. Il n'existe pas beaucoup d'écoles chez nous qui forment des artistes, donc c'est-à-dire des académies de musique, des choses comme ça, à part peut-être l'INA.
Oui, les écoles académiques existent, hein, de type académique, mais il faut dire que d'abord le métier d'artiste lui-même, c'est un métier libéral. Un artiste, c'est quelqu'un, c'est un personnage assez spécial, il est doué, on est artiste avec un certain nombre de dons, de talents qui ne nécessitent pas forcément une formation particulière. Mais est-il que pour certaines disciplines données, on est quand même obligé, quelque part, ne serait-ce que pour sa propre formation personnelle, pour ses ambitions personnelles, de compléter son don naturel par des acquis extérieurs via la formation. Ça, c'est important. Les gens qui utilisent, par exemple, des instruments de musique sont obligés aujourd'hui de, quelque part, de compléter leur talent par la formation parce que ces instruments aujourd'hui sont accouplés à l'informatique, par exemple, qui nécessite nécessairement quelque part quand même des prérequis assez importants. Mais je suis quand même heureux de constater que depuis quelques années, un certain nombre de nos instrumentistes ont pris des cours dans des conservatoires ici en Europe. On en a, Suzy Kaseya a fait le conservatoire, Maïka Mounan a fait le conservatoire, Mavatiku Michelino a fait le conservatoire, Lokwa Kanza a fait le conservatoire, etc. Donc on a un certain nombre d'artistes comme ça, c'est déjà bon qu'on ait un noyau. Et d'ailleurs, c'est grâce à leur connaissance, puisque c'est eux qui encadrent les autres, la grande masse dans les studios, qu'on a la qualité de la musique congolaise qu'on a aujourd'hui, qui est tout à fait dans les normes, parce qu'eux maîtrisent ces normes-là, grâce à leur formation. Il n'est pas c'est pas obligatoire qu'on puisse avoir 1 million d'artistes formés. Si on a ne fût-ce que les encadreurs de base qui sont formés, ça c'est déjà, je pense, une bonne plateforme qui peut permettre à notre musique finalement de s'inscrire dans une certaine modernité. Donc la République démocratique du Congo a quand même besoin aussi de quelques conservatoires, qu'on en ait même un dans chaque province, n'est-ce pas? Oui, ça dépend de la politique culturelle d'un pays aussi, je pense, de la qualité ou des besoins. En matière mais il faut des études pour ça. Il faut forcément des études pour ça. Je sais qu'on a un conservatoire chez nous, à travers l'INA, qui est une école qui forme des artistes de grande qualité. Et je peux même vous dire que l'INA est l'école qui a permis à un certain Manoaku de développer sa guitare. Manoaku est passé par Pepe Feli, le Zaiko est passé par l'INA, Lokwa Kanza est passé par l'INA. Donc on a déjà quelques représentants de l'INA qui peuvent témoigner aujourd'hui de la pertinence de la formation académique via le conservatoire. Mais sauf que ce n'est pas suffisant, il faut pousser. Ouais. Alors, Manda Tcheba Chamlou, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci encore une fois du temps que vous nous avez consacré. Nous vous souhaitons une bonne route et espérons que nous serons là, nous, Congo Kitoko, pour recevoir ces magnifiques ouvrages qui vont paraître bientôt. Nous saluons, profitant de l'occasion, Heidi Tamboué, qui est directeur de collection chez l'Harmattan, qui facilite donc cette tâche, hein, qui est une tâche vraiment laborieuse, hein, pour permettre à des gens comme vous qui écrivent de se faire publier. Oui, je voudrais aussi en profiter pour saluer le professeur Eddy Tamboué, qui est un monsieur respectable et qui a une vision très très positive. Grâce au professeur Eddy Tamboué, aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut s'estimer heureuse d'avoir une librairie l'Harmattan à Kinshasa, qui va permettre à tous ces écrivains, et Dieu seul sait combien il y en a chez nous, je sais qu'il y en a beaucoup, des manuscrits ont traîné dans les tiroirs pendant des années, et grâce à la présence de l'Harmattan à Kinshasa, d'ailleurs on commence à le sentir avec la publication il y a quelques mois d'un certain nombre d'ouvrages, à la fois de chercheurs congolais, de poètes, de romanciers, eh bien on commence à avoir une certaine visibilité à l'échelle internationale, et ça c'est une très très bonne chose, et nous lui redevons énormément. Encore une fois, merci, docteur Manda Tcheba Chamlou.